ça veut dire que le futur existe déjà, mais qu'il peut changer. Hein. On a un futur probable, on a des futurs possibles, et en fonction des probabilités, on va être attiré vers un futur qui est le plus probable, mais qui n'est pas forcément le plus souhaitable. C'est là où on peut intervenir. On peut désirer un autre futur que notre futur le plus probable, et c'est là où on a des choix à faire, et c'est là où notre libre arbitre intervient. Mais effectivement, notre futur, il est déjà partiellement réalisé, parce que le futur ne veut pas se créer à chaque instant, comme s'il y avait un front du présent. Le monde ne peut pas se créer à chaque instant. Tu vois, l'idée, c'est ça, c'est que le monde est déjà créé dans le futur, parce qu'il ne peut pas se créer au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, beaucoup de physiciens sont d'accord là-dessus. Donc il y a cette idée que le futur est déjà déployé, et que le temps existe d'une manière déployée, avec passé, présent, futur qui cohabitent. Et ça, Einstein le disait déjà aussi. Hein. Et nous, ce qu'on dit avec d'autres, hein, c'est que c'est comme Jung, hein, c'est-à-dire que notre soi, il y a une part de nous-mêmes, certains vont appeler l'âme ou autre, et nous, on se réfère à la notion de soi. Notre soi, il existe déjà dans ce temps déployé. Donc il a accès à des informations du passé, et il a accès à des informations du futur. Et un simple rêve prémonitoire, pour qu'il soit possible, ou toute forme de voyance, hein, et pour que ce soit possible, il faut bien que l'information du futur, elle soit déjà là. Il faut bien qu'elle soit déjà accessible. Et c'est pour ça que j'ai donné quelques exemples aussi dans le livre de rêves prémonitoires vraiment frappants, où les personnes rêvent de choses qui vont se dérouler sur leur propre ligne de temps. C'est ça qui est un facteur aussi supplémentaire. C'est-à-dire qu'ils ne rêvent pas du futur en général, ils rêvent de leur propre futur. Ils rêvent de l'expérience qu'ils vont avoir d'un événement en particulier, comme un crash d'avion ou ce genre de choses spectaculaires. Et là, on est bien obligé d'envisager que cette information qui concerne un événement futur, elle est déjà accessible à notre conscience dans un état élargi, donc l'état d'expansion de conscience, comme on dit. Et on a des cas comme ça dans les expériences de mort imminente, etc., dans les visions à distance. Mais malgré tout, j'ai l'impression que ça demande d'intégrer en soi un double observateur qui, en apparence, est paradoxal. Il y aurait un observateur qui serait capable de comprendre qu'il y a un espace hors temps et hors espace, et donc que quelque part la conscience est à la fois délocalisée, mais que dans la manifestation, il y a quand même aussi un champ des possibles, comme si on passait d'une onde à une particule, avec des futurs probables, des futurs désirés, parce qu'on est bien d'accord que tout le monde ne peut pas rétro-causalement gagner au loto, ou enfin peut-être que tout le monde le peut, mais en tout cas c'est pas ce que je constate. Donc c'est toujours en fait, peut-être qu'il faut renoncer à la cohérence pour intégrer un paradoxe, pour pouvoir comprendre cette question, mais c'est quand même difficile pour moi de relier à la fois ce pseudo-déterminisme et ce hors-temps et hors-espace. Et donc, c'est ça que je trouve un peu Parce délicat. qu'on a une vision un peu exclusive des choses. Hein. On traite la question du loto, Romuald l'a traité dans ce souvenir du futur. Et ça correspond à des désirs du moi. Ça correspond pas à des désirs du cœur, à des désirs du soi. Ça correspond à des désirs de possession, à des désirs de pouvoir matériel, etc. C'est pour ça que tout le monde ne gagne pas au loto. Mais il y a eu des expériences faites avec la vision à distance sur des notions de temps, où des gens ont gagné à la bourse, et ont gagné à des jeux de hasard, en étant capable de se détacher de leur des désirs de leur moi, de leur ego, tout simplement. Hein. Donc c'est ça, la difficulté, elle est là, elle est de se détacher de ça. Oui, si tu veux, je peux te donner un exemple. Hein. Tu sais, dans mes ateliers, moi, je propose aux gens, en fait, de lier des synchronicités avec une intention dans le futur. Je leur demande d'intentionner un futur désirable pour eux, que ce soit un futur, ça peut être un projet, mais ça peut être aussi un futur de bien-être. Voilà. Moi, je leur dis intentionner un futur, poser une intention, et ensuite on crée des synchronicités, parce que les synchronicités, à chaque fois qu'on les fait apparaître, elles ont la capacité de venir densifier, en fait, ce futur qui au départ n'est que quantique, c'est-à-dire uniquement potentiel. Elles viennent progressivement, les synchronicités, en faisant bouger les lignes de temporalité, elles font advenir ce futur, elles le font passer du virtuel au réel, si tu veux. Et donc ce futur devient à un moment, un présent que l'on rencontre, et parce qu'il y a eu cette guidance des synchronicités. Donc les synchronicités renforcent un état superposé en le transformant en état probable. Ça, je trouve ça. Non, mais en fait, en vrai, je suis complètement d'accord avec vous depuis le début. Hein. C'est juste que j'essaie de creuser parce que voilà, les questions, mais c'est exactement comme ça que je vois. C'est bien, c'est génial. Non, t'as raison. Voilà. Vous nous parlez à un moment, donc on en a déjà parlé, mais rapidement, j'aimerais qu'on revienne sur cette notion de point oméga. Et vous parlez aussi de l'unus mundus. et justement, est-ce que c'est un petit peu ça dont vous nous parlez tout à l'heure, c'est ce moment où tout se rejoint, qu'on pourrait appeler peut-être aussi un point nexus,
Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez développer un petit peu? Roman? Oui, alors le Nus Mundus, c'est une vision alchimique du Moyen-Âge. Hein. En gros, c'est un monde qui unifie la matière et l'esprit, si tu veux. Voilà, c'est un monde unifié, mais de façon à des moments précis, avec le temps kéros, c'est-à-dire à un moment du juste et de l'intention. Donc, si tu veux, les synchronicités étaient déjà connues du temps des alchimistes. On n'appelait pas ça des synchronicités, on appelait ça des coïncidences d'opposés. Et donc, ils avaient compris que dans ces moments-là, l'esprit et la matière fusionnaient. Voilà. Ils avaient compris qu'il y avait vraiment une fusion. Et la pierre philosophale, selon eux, c'était justement ces moments où l'esprit et la matière fusionnaient. C'est de créer ces événements, ces fameuses synchronicités, si tu veux. Mais l'Unus Mundus, c'est un monde aussi qui est un peu l'envers du monde, si tu veux. C'est-à-dire toute une vision symbolique et archétypale de la réalité, c'est-à-dire archétype en termes jungiens, si tu veux. Mais pour moi, les alchimistes qui pratiquaient les synchronicités, il y a un lien avec la longévité parce que à chaque fois en fait qu'on crée des synchronicités, on crée un attracteur dans le futur. Quand on pose une attention dans le futur, on crée un attracteur et cet attracteur, il nous guide, il nous attire, il nous maintient en santé. Je vais te donner un exemple. Il y a un biologiste moléculaire néerlandais qui a fait une super étude de gérontologie, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte, et ça c'était statistiquement prouvé, qu'il y a des gens, une population de seniors, quand ils sont arrivés à la limite de l'an 2000, ils ont tous voulu voir l'an 2000. Ils s'étaient mis comme objectif conscient et inconscient. Ben, leur objectif, leur projet, c'était de voir l'an 2000. Il y a eu effectivement une augmentation très significative de l'espérance de vie à ce moment-là sur cette population-là. Mais à contrario, une fois qu'ils ont passé l'an 2000, il y a eu un effondrement, c'est-à-dire il y a eu une très grande mortalité sur cette population. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint leur attracteur, ils n'en ont pas recablé un autre, si tu veux, ils n'ont pas réintentionné un autre attracteur rétrocausal. Donc, l'importance de projeter sa psyché dans le futur, parce qu'on pense, nous, dans le livre, que la nature, la biologie, la nature, la vie est anticipatrice, c'est-à-dire qu'elle anticipe. Et donc, quand on anticipe, quand on se projette, quand on est âgé, qu'on a des grands projets, et on voit les gens âgés qui ont encore plein de projets qui sont hyper dynamiques, ils sont en meilleure santé. Donc, pour moi, les alchimistes, à chaque fois qu'ils créaient des synchronicités, qui les liaient à des intentions, ils avançaient dans le temps et j'aimais l'hypothèse que certains ont sensiblement allongé leur vie avec cette technologie de la conscience. Quant au point oméga, c'est autre chose. Hein, c'est pas lié à l'Unus Mundus. C'est un concept de Teilhard de Chardin. Et le point oméga, pour lui, c'est l'aboutissement de l'évolution, de la complexité, de la complexification de la conscience humaine, qui aboutit à ce qu'il appelle aussi la noosphère, donc c'est-à-dire la réunion de toutes les consciences. Mais non seulement ce point oméga en est l'aboutissement de cette évolution, mais il en est aussi la cause, justement, parce que c'est un attracteur rétrocausal, c'est quelque chose qui attire l'évolution vers lui. Et ça rejoint le concept derrière de Christ cosmique, etc. Parce que lui, Teilhard était un chrétien, bien sûr, convaincu. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois la cause et l'aboutissement de quelque chose. Alors, c'est intéressant parce que ma grand-mère visait d'être centenaire. Et donc, elle est morte juste après avoir atteint les 100 ans, parce que c'était une forme d'attracteur rétrocausal. Donc, là-dessus, je vous rejoins. Mais comment, en fait, parce que j'ai l'impression que dans cette notion d'attracteurs rétrocausaux, il y a quand même la notion de aussi, à un moment, poser une intention, lâcher et attendre que la manifestation, la conscience se manifeste. Et dans les exemples que tu donnes, par exemple, je veux voir dans 24 heures un tel phénomène, ou dans 3 semaines, est-ce que ça fausse pas un petit peu le phénomène? Et est-ce que voilà, mettre des délais trop courts, des fois, c'est pas une forme de Alors, volonté? les gens qui mettent un délai trop court, la dame, elle me l'a avoué, c'est souvent pour essayer de prouver que ça ne marche pas. Et en fait, les gens, quand ils font ça, sur les démarches-là, ils notent, effectivement, il a le tir de carte, elle a noté 24 heures. Mais moi, la dame, elle m'a dit, 3 minutes après, j'y pensais plus du tout, moi, tout ça. Hein. Je cherchais rien, en fait, parce que je pensais que c'était une ânerie, ça marcherait pas. Donc, j'ai complètement lâché prise parce que je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc, à partir de là, ça s'est manifesté dans le timing imparti qui était très rapide. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est là que l'exercice est intéressant, c'est que quand on tire ces cartes-là, je dis aux gens, voilà, mettez un timing
Par exemple, moi je dis toujours, mettez 10 jours pour voir apparaître ça dans la réalité. Vous l'avez consigné dans un cahier, vous fermez le cahier, après vous n'y pensez plus. C'est dans le cahier. Parce que si vous êtes focal à vous dire, bon, il faut que je vois par exemple une baleine et puis une croix égyptienne. Ben, si vous êtes dans cette démarche-là, vous allez être dans la surattention et vous allez les voir. Hein. C'est sûr, vous allez les voir sur un t-shirt, vous allez regarder un programme télévisé comme par hasard, vous allez regarder Nature, puis ce sera des baleines, vous direz, ah ben c'est ma synchronicité. Mais non, une synchronicité, ça doit absolument vous surprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a un lâcher-prise qui se fait. Puis des fois, il y a des gens, ils me disent, ah, Monsieur Le Terrier, les 10 jours sont passés, j'ai pas eu ma synchronicité, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, c'est pas grave, vous refaites un nouveau tirage. Et très, très, très souvent, les gens me rappellent dans l'heure en me disant, ben, je viens d'avoir ma synchronicité, je comprends pas. Je dis, c'est simple, puisque vous avez considéré que l'expérience n'avait pas marché, vous avez lâché prise. Donc à ce moment-là, l'univers peut manifester la synchronicité. Il y a une grille de lecture intéressante aussi qu'on peut pas exclure, c'est que ça peut être l'intervention d'entités tierces. On peut dire par exemple un guide, tu vois, un défunt qui est là, un ange gardien, si on veut aller voir encore plus haut, parce que justement ces gens-là qui mettent au défi le processus, ils ont une forme de rationalisme étroit, tu sais, ils doutent de la possibilité d'être reliés à l'invisible, et peut-être qu'à ce moment-là, voilà, il y a une intervention qui fait que les choses vont se débloquer. Donc c'est pas seulement un processus entre eux et eux-mêmes, et de sorte que peut-être ensuite ils vont s'ouvrir à la dimension invisible, spirituelle des choses, et c'est ce qui s'est passé avec la patiente de Jung, avec la synchronicité du scarabée, qui est l'acte fondateur un petit peu du concept de synchronicité. Ça a complètement débloqué sa vision du monde, et elle s'est ouverte à cet invisible qui est là, partout présent autour de nous. Je fais le pont, par exemple, avec une voyante ou une cartomancienne ou une médium. Quand on va la voir, elle nous annonce un futur possible, parce que finalement, on est toujours dans un futur possible. Et donc, il y a les personnes, on va leur dire, par exemple, tu vas rencontrer l'amour. Et donc, il y a deux possibilités. Soit on focalise dessus, on fige, soit on laisse tomber, ça se produit, mais soit elle nous fait une forme d'injonction aussi, parce qu'on peut avoir, si on va voir une médium très très connue, son pouvoir créateur qui se dit bon bah c'est quand même une médium célèbre, j'ai payé mon rendez-vous de 100 balles, du coup bon bah je vais quand même investir dans mon avenir. Donc c'est toujours très compliqué sur ces questions-là, parce qu'on ne sait pas si finalement c'est le pouvoir de l'intention de la médium, c'est sa notoriété, c'est la personne qui a lâché prise, ou si ça s'est pas produit parce qu'elle a cristallisé. Et finalement, ça nous ramène à un beau bordel qui fait qu'on n'arrive pas à en extraire une loi fondamentale de tout ça. C'est indécidable d'un point de vue mental. Donc effectivement, soit c'est une prophétie autoréalisatrice, soit c'est un biais de confirmation, tout ce qu'on veut, mais tout ça c'est des concepts, tu vois, c'est vraiment, ça parle au mental. Dès l'instant où ça commence à jouer sur le cœur, la dimension du cœur, les émotions, la sidération, la joie, là on est dans un autre registre, tu vois, et c'est là où on insiste avec Rommel effectivement sur l'apparition de cette dimension-là, de la dimension du cœur, alors que effectivement si on reste dans le mental, c'est impossible d'en sortir, quoi. On est dans des paradoxes permanents. Ouais, il faut voir une sorte d'intention flottante, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé tes intentions et que tu as tiré tes éléments synchronistiques, par exemple, quand on veut créer des synchronicités, il faut savoir qu'on a ça à voir dans la réalité, se consteller, mais en fait, il faut l'oublier un peu. Donc, c'est vraiment avoir une espèce d'attention qui est en toile de fond, si tu veux, vraiment à bas bruit, qui permet de faire ensuite se manifester la synchronicité. Mais c'est vrai, hein, moi je vous rejoins totalement, parce que souvent je suis scotché parce que c'est des choses que j'ai pensé 2 secondes, et puis d'un coup ça réapparaît dans ma réalité et je suis là genre waouh. Mais en fait c'est des choses, mais c'est tout l'enjeu de pas mettre d'enjeu sur des choses qui pourtant sont importantes. Et donc finalement le vrai travail c'est là, c'est comment je me détache finalement de ce qui pourtant va conditionner des fois grandement ma vie. Si je pose un attracteur rétrocausal sur un élément ultra structurant qui va complètement transformer mon existence. Voilà, est-ce que vous avez des conseils justement pour réussir à avoir ce détachement quand c'est des sujets qui peuvent toucher les structures même fondamentales de la vie de l'être, quoi? Alors, juste pour l'anecdote, il y a aussi des fausses synchronicités. Par exemple, ton portable t'écoute, c'est sûr, hein, tu te dis j'ai besoin de m'acheter des pompes et 5 minutes après, tu as une pub pour des pompes. Et là, à mon avis, il n'y a pas de magie, tu vois. Non, ça c'est vrai. Oui, alors c'est vrai que pour moi, ce qui est important, c'est que dans les manifestations des synchronicités qui te guident jusqu'à ton intention réalisée, ce qu'il faut comprendre, c'est que les synchronicités, quand elles se manifestent,
elles ont toujours un surcroît d'informations symboliques qui est en lien avec ton intention. Donc, ça vient, si tu veux, recalibrer un petit peu ton désir. Ça vient aussi recalibrer un peu même ton intention. Ça vient la remettre un petit peu dans le droit chemin. Parce que ça, c'est pareil. Dans mes ateliers, je dis aux gens, posez une intention de façon vigile, c'est-à-dire du point de vue du moi conscient. Mais je dis aussi, maintenant, on va aller voir ce que l'inconscient dit de cette intention. Parce que si cette intention qui vient du moi et de la conscience vigile, elle est en opposition avec votre inconscient, bah, il va y avoir un conflit et ça ne se manifestera pas. Donc, il faut réussir à amener cette intention dans l'inconscient et que l'inconscient y réponde favorablement ou de façon neutre, de manière à ce qu'ensuite, cette guidance se mette en place, cette rassurance se mette en place et qu'on se rend compte, en fait, qu'on chemine sur le bon chemin. Parce qu'en fait, on ne peut pas les percevoir, nous, ces bifurcations de lignes temporelles, puisqu'on est à l'intérieur du tissu de la réalité. Il faudrait en être à l'extérieur. Donc, si tu veux, les synchronicités, les rêves, tout ça viennent ensuite apporter cette rassurance et cette guidance dans une dimension bienveillante. Mais il faut vraiment qu'il y ait un moment, un accord entre l'intention consciente et l'inconscient. Il faut être en accord, en harmonie avec le vivant aussi, hein, c'est-à-dire poser des souhaits qui respectent notre relation à l'ensemble du vivant, aux autres êtres humains déjà, le vivant humain et non humain, comme on dit, et puis au-delà, voilà, avec une harmonie plus cosmique, on va dire. Donc on pourrait dire que finalement, si on réussit à bosser sur son inconscient, c'est-à-dire sur ses peurs, ses croyances, ses fondations erronées, c'est là où on va déclencher une chance énorme dans sa vie, entre guillemets, parce qu'on va pouvoir ne plus avoir de différence, de décohérence entre nos intentions, nos désirs et les actions. C'est le processus que Jung appelait individuation. Hein. L'individuation, c'est la réalisation du soi, et le soi, c'est la totalité de la psyché, c'est-à-dire conscient et inconscient réconciliés en quelque sorte. Hein. Donc c'est un processus initiatique aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi beaucoup d'alchimie dans le livre. Oui. Et tu sais, en Amazonie, par exemple, les chamans, ils disent des esprits qu'on ne peut pas être frontal avec eux. Si tu veux les observer de façon frontale, ça s'échappe en fait. Tu ne peux pas les saisir. Il y a ce qu'on appelle, nous, dans le monde de la parapsychologie, un concept, c'est un peu compliqué, qu'on appelle l'élusivité. C'est-à-dire que c'est comme si ça sauve. Dès que tu veux figer, ça disparaît. Alors, les chamans ont des techniques en fait où ils tournent autour de ces phénomènes-là de façon elliptique et métaphorique pour pouvoir en fait en saisir toute la nuance et tout le sens. Ben là, c'est pareil, en fait. Quand on a cette démarche d'aller sur ce chemin-là, il faut tourner autour de ces phénomènes. Tu vois, il y a cette idée de circumambulation, tu vois, de tourner, mais de ne pas être frontal directement avec ces phénomènes-là, parce que sinon, c'est comme si il s'évaporait, en fait. C'est comme du mercure. Comme du mercure dans la métaphore alchimique que tu ne peux pas saisir. Oui, c'est toute la feinte de réussir à les observer, enfin, à les voir sans les observer quelque part. C'est ça. C'est-à-dire, alors ça, c'est un sujet, on élargit un poil par rapport à votre livre, mais je trouve que c'est intéressant. Dans cette notion de rétrocausalité, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait déjà des êtres venus du futur qui agissent, entre guillemets, sur le présent et qu'on est comme une inversion? Et moi, j'ai souvent la sensation de voir des changements de réalité. C'est-à-dire que je me sens des fois comme si je me prends une vague de changement de réalité, mais qui vient du collectif, qui vient pas de moi. Et j'ai l'impression, ou les effets Mandela et compagnie, est-ce que ça, c'est des choses où vous avez pu un peu étudier les questions et est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai vécu le Mandela une fois d'une façon très spectaculaire. À travers un mot, si tu veux, d'une tribu sur lesquels je me suis mis à travailler, mais que je connaissais depuis des années, qui s'appelle les Yatmoul, qui est une tribu de Nouvelle-Guinée. Et je le disais et je l'écrivais toujours Itamoul, jamais Yatmoul. Et un jour, un ami ethnologue me dit, mais les Itamoul, tu parles des Yatmoul? Je dis non, les Itamoul. Il me dit non, ça s'écrit pas Itamoul. Et là, je reprends un livre que j'ai lu 400 fois, où j'ai lu à chaque fois, dans chaque page, 10 fois le mot par page, Itamoul. Et là, j'ouvre le livre et c'était marqué Yatmoul. Et je peux te dire que ce jour-là, je me suis dit, non, là, le livre, il s'est réécrit sous mes yeux, ce n'est pas possible. Et je ne connaissais pas l'effet Mandela à l'époque. Et j'ai découvert ça après, j'ai trouvé ça super intéressant et très, très juste.
Sur les êtres du futur, moi, je relie ça au phénomène OVNI, hein. C'est très largement envisageable qu'au moins une part du phénomène OVNI soit liée à des visiteurs du temps, hein, des voyageurs du Oui, temps ou des visiteurs du futur. Pour moi, oui. ça me choque absolument pas, quoi. Oui, que ça soit, on parlait de Charles Maxence qui en parlait en parlant d'un autre théoricien. Et donc, il y avait cette idée que finalement, ça peut être nous, plus tard, Oui, oui, l'humanité qui a absolument. tellement évolué Mm. Ouais. que de manière rétrocausale, elle agit sur le présent. Est-ce qu'il y a une possibilité que on sent qu'en tout cas, c'est une période particulière de fin de cycle, de changement. Est-ce qu'on peut imaginer que ces années-là, cette décennie ou ce siècle, est un siècle pivot pour le futur plus que d'autres C'est et qu'il sûr. y a beaucoup de choses qui se jouent? C'est sûr, et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, dans notre livre précédent qui s'appelle Tout est relié, Univers Esprit, on a un chapitre sur la théorie de la simulation, et une des théories de la simulation qui a été vraiment poussée par des philosophes, des sciences, des gens vraiment très pointus, c'est que nous serions simulés, cette réalité-là, comme la matrice, hein, si on veut, serait simulée par nos propres descendants, tu vois, pour qu'ils restent en contact avec nous. Donc, c'est des réflexions qui sont hyper intéressantes, hein, c'est très riche, quoi. Oui. Oui, Oui. oui, oui. Moi, je pense qu'il y a même possiblement des interventions du futur possibles par le biais de ce qu'on appelle les ovnis, parce que justement, il y a peut-être des événements qu'on est obligé de créer pour faire switcher vers des lignes de temporalité où on ne va pas vers un effondrement total de l'humanité. C'est-à-dire que eux sont obligés depuis le futur d'assurer leur propre survie en agissant sur le passé, hein. C'est évident, hein, qu'on est à une période pivot. C'est aussi pour ça qu'il y a tout ce renouveau de la pensée écologique, la redécouverte des sagesses des peuples racines, et qui, comme par hasard, aujourd'hui, voilà, coïncide complètement avec la nouvelle philosophie écologique, quoi, l'écophilosophie, l'écologie profonde, etc. Donc il y a cette compréhension que nous sommes tissés dans la trame du vivant, qu'on ne peut pas s'exclure du monde pour l'observer de manière objective, mais qu'on est complètement inclus là-dedans. Et ça, on a ça en sciences, en philosophie, en psychologie, et puis aussi en anthropologie. Donc voilà, c'est évident que c'est un point de bascule, parce que de toute façon, comme on dit, il y a 9 limites planétaires, il y en a 7 qui ont déjà été franchies. Bon, les modèles doivent être peut-être réactualisés, mais c'est clair que le modèle, si on le continue comme ça, on va à notre perte. En tout cas, l'humanité va à Oui. sa perte. La Terre Oui. survivra sûrement, mais Oui. Et justement, c'est encore une fois, c'est là où, pour moi, c'est extrêmement difficile, mais bon, parce que j'ai peut-être encore un peu de rationalité en moi, mais on parle il de faut, hein. voilà, on parle de ligne du temps, parce que là, on dit, bon, ben voilà, il y a peut-être une ligne du temps dans lequel, c'est l'effet mais vous en parlez d'ailleurs dans le livre, c'est l'effet du grand-père, c'est-à-dire, voilà, donc il y a quand même l'idée que, bon, il faut qu'il y ait certains événements qui se produisent pour que d'autres adviennent par la suite. En même temps, les lignes du temps, c'est une illusion. En même temps, les boucles temporelles, c'est pas pareil que les lignes du temps. Donc, pour moi, c'est ça qui est très dur parce que je pense être d'accord à peu près avec tout, mais j'arrive quand même à la conclusion que c'est pas très compatible toutes ces pensées entre elles, même si, bon, ben, ce que vous dites sur les lignes du temps du futur qui se joue maintenant, j'y crois. Le phénomène de boucle, j'y crois aussi. Le hors-temps et le hors-espace, j'y crois. La rétrocausalité, l'univers holographique, pourquoi on peut aussi partir dans la théorie de Nassim Haramein et d'autres. Enfin, comment on, comment on s'y retrouve là-dedans? Parce que moi qui suis d'accord à peu près avec tout, je vois bien quand il y a quand même une incompatibilité systémique au niveau même de créer une équation qui puisse rassembler toutes ces pensées, quoi. Mais quand tu parles d'équation, ça reste trop rationnel. Il faut Ouais, un je fond sais. de rationalité. Il faut rester rationnel, mais il ne faut pas tout rationaliser. À un moment donné, effectivement, il faut lâcher prise, comme on a dit. Il faut se relier et faire confiance à l'intelligence du cœur. Et donc, il y a des choses qui peuvent apparaître complexes, qui en fait relèvent d'une forme de simplicité totale, parce que nous sommes des êtres naturels, et donc nous sommes inclus dans cette nature des choses. Et si les choses fonctionnent de cette façon-là, elles vont d'autant mieux fonctionner qu'on va lâcher prise et qu'on va se laisser faire, qu'on va se laisser porter par ces choses-là. Et donc avoir des intentions simples de bienveillance, d'amour du prochain et de respect de la vie en général, etc. Tu vois, c'est des choses, ça doit se rapporter à des choses très simples. Et au final, hein, les peuples racines, c'est pas des intellectuels, hein. C'est absolument pas une critique quand je dis ça, au contraire, hein. Ouais, en tout cas, oui, je vois un commentaire sur l'horizon des événements, puis en plus on a le télescope James Webb qui est en train de nous parler d'observations antérieures au Big Bang, donc on voit bien que même on serait dans un univers sans début, sans fin potentiellement. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu complexe toutes ces questions-là.
En tout cas, Ça nous dépasse. C'est ouais, un grand mystère. Il faut reconnaître ouais. qu'on est face à un grand mystère et il faut Oui, accepter, tu vois, qu'on ne peut pas comprendre, que la fourmi ne peut pas comprendre la fourmilière, comme je le dis, pour ce que ça vaut comme métaphore. Mais voilà, il faut accepter que ça nous dépasse complètement. On ne peut pas avoir la pensée de Dieu. Alors maintenant, quand on vit une expérience mystique extraordinaire, on a l'impression d'accéder à l'ensemble de la connaissance. C'est certainement un vécu authentique, mais on peut pas ramener ça dans son vécu ensuite cérébral, hein, et même avec certains antéogènes, hein, on vit des choses comme ça, mais ensuite on peut pas le rationaliser. Donc il faut accepter qu'on soit dépassé par ça. Il faut être oui. humble devant ça. Ouais. En tout cas, c'est toujours, mais c'est ce que vous tentez de faire dans votre livre, hein, et que vous faites très bien, c'est de comprendre au moins comment ça fonctionne. C'est-à-dire, même si on n'a pas tous les éléments, c'est de se dire, voilà, quelle est, entre guillemets, la règle du réel, comment ce réel se compose et comment, en tant qu'être peut-être C'est une individuel. hypothèse, hein, Sydney, et par rapport au titre que tu as annoncé Oui, sur cette vidéo, j'aime bien le on titre, prétend pas c'est plus joli. qu'on peut atteindre à l'immortalité, hein, mais il y a un Je sais. côté un petit peu amusant, provocateur là-dedans, bien sûr, on prétend pas ça, mais on Ouais, propose, enfin, en tout cas, c'est Romuald qui, en tant que chercheur, amène ces hypothèses-là. J'essaie ouais, de l'aider dans cette présentation des choses ouais, le mieux possible. ouais. Oui, parce qu'en fait, la réponse à la surmentalisation d'hypothèses qui, des fois, peuvent être contradictoires, prolixes, si tu veux, d'avoir beaucoup comme ça d'hypothèses de différents champs. Bon, bien souvent, déjà, c'est qu'une question de langage parce qu'on parle de la même chose, au final, souvent. Mm, Mais c'est vrai qu'il faut, il faut dépasser ça, en fait, si tu veux, parce que sinon, on n'arrive pas à avancer. Et pour dépasser ça, c'est l'expérience. Moi, je propose des oui, expériences qui sont claires. La création mm, volontaire des synchronicités, dont j'ai parlé maintes fois dans plein d'émissions sur YouTube. J'invite tout le monde à le faire. Vous verrez que ça fonctionne. Hein, donc, quand on voit que non seulement c'est une hypothèse, mais que ça fonctionne, alors là, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on se dit, bon, ben là, je peux l'expérimenter, donc je tiens quand même quelque chose de concret. Quand on a fait oui, le jeu Synchronicity, c'est quand même de voir si on peut agir avec sa conscience, interfacer la réalité, si tu veux, avoir une cognition qui déborde sur le réel. Quand j'en ai fait un jeu, je me suis dit, on va switcher toute la controverse scientifique, on va amener les papis et les mamies à créer des synchronicités avec leur petit-fils ou leur petite-fille le dimanche. Et comme ça, si ça rentre dans la société, que ça devient une pratique concrète, réelle, que les gens peuvent expérimenter, eh ben, on s'évite des années et des années de débats, de controverses scientifiques, des fois stériles, tu vois. oui, oui, oui. Eh bien, en tout cas, merci. Merci à vous deux. Merci Romuald. Merci Jocelyn. Merci Je vais Sylvain. réafficher votre livre, donc Le secret de la vie. Je vous laisse quand même un petit mot de la fin pour conclure sur notre entretien, chacun, et pour voilà, peut-être permettre aux personnes qui souhaiteraient d'avoir votre sentiment sur ce qu'ils vont trouver dans ce livre et ce qui va permettre d'être en reliance avec leur vie, ou voilà comment certains outils peuvent les aider. Ouais. Ben, moi, je veux bien juste commencer pour dire on a fait un livre qui part dans des horizons un peu lointains, qui peuvent sembler voilà, peut-être inaccessibles même. On parle de science, on parle de philosophie, on parle d'anthropologie, mais on a voulu faire quelque chose de très accessible et de très simple, qui soit accessible justement à ce que j'appelais l'intelligence du cœur, à quelque chose qui soit pas uniquement une rationalisation systématique des choses. Et la spiritualité, pour moi, ça se rapporte à des choses vraiment simples. Donc on a fait l'effort d'être le plus accessible possible, et effectivement, il y a la dimension expérientielle qui est présente aussi. On ne se contente pas d'affirmer des choses, et Romuald propose plusieurs expériences pour mettre tout ça à l'épreuve d'une manière voilà, aussi ludique, hein, d'où les jeux aussi qui accompagnent le truc, quoi. Oui, 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 alors merci. moi, ce que je voudrais apporter comme complément, c'est qu'en fait, voilà, on est dans une ère qui est une ère difficile, on va pas se mentir. On est dans les derniers soubresauts hein, de la bête, pour prendre une métaphore. Et à contrario de ça, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, il y a beaucoup de gens qui ont soif de liberté, qui ont envie de découvrir en fait des choses sur eux-mêmes, parce que c'est aussi une quête personnelle hein, de sens. Moi, le bouquin, pour moi, c'est de proposer des outils. C'est de proposer des outils qui soient vraiment testables par les gens. Voilà, hein, et de voir à un moment si les résultats peuvent être partagés entre nous, et de voir que collectivement, moi, j'appelle aussi à une sorte de mobilisation sur des projets qui peuvent paraître fous,
hein, mais c'est important de s'engager sur des choses qui switchent un petit peu tout ce côté matérialisme nauséabond là, qui nous enferme en fait. On a besoin d'une ambition morale, hein, on a besoin de ça aujourd'hui. Et moi, j'appelle à ça aussi à travers ce livre. C'est un vrai espoir. Pour moi, ce bouquin, ce que je disais l'autre jour à un ami, c'est le livre que moi, j'aurais voulu trouver à 17 ans à la FNAC. Voilà, sans faire de pub dans un magasin quelconque. Mais c'est vraiment, moi, j'aurais eu ce bouquin-là à 17 ou 18 ans. Ça m'aurait vachement aidé dans la vie. Voilà, c'est ce que je me dis. Ce sera le mot de la fin. Ben oui, mais c'est ça, c'est que en fait, vous donnez des outils concrets. Et je crois que c'est quand la théorie rejoint la vie quotidienne des gens que là, on peut trouver justement. Et c'est ça que je trouve beau dans vos boucles temporelles et dans ces attracteurs rétrocausaux, c'est que ça permet justement de prolonger à chaque fois, de stimuler. Mais c'est plus causal justement. C'est plus je vais faire des choses dans le présent pour générer un meilleur futur. C'est comment je peux créer une boucle qui va au contraire me permettre d'attirer depuis le futur. Et ça c'est merveilleux.